Bocarnia, je suis chargé de cours en histoire de l'Afrique contemporaine, rattaché donc à l'université de Sherbrooke. J'ai déjà donné des cours à l'université l'UQAM et à l'UQAR, l'université de Québec à Rimouski. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour parler d'un sujet, je pense, d'actualité, à savoir, disons, les questions raciales aux États-Unis d'Amérique, et plus particulièrement de parler de cette notion de société post-raciale qui a été portée à un moment donné par, disons, le président Obama en 2008. Et la question est d'aujourd'hui de réfléchir sur la réalité, disons de ce rêve qui avait été porté par Obama. Est-ce qu'on est passé du rêve à la réalité ou bien est-ce que le rêve s'est avéré être une lubie? Voilà un petit peu le questionnement aujourd'hui sur lequel on va réfléchir. Alors, il y a 12 ans, donc, pratiquement jour pour jour, les Américains élisaient un noir à la Maison-Blanche. L'arrivée au pouvoir en novembre 2008 de Barack Obama est alors perçue par beaucoup d'observateurs, disons, mais aussi de chercheurs, comme un point de bascule qui permet de dépasser la question raciale, qui est au cœur de l'histoire américaine depuis maintenant plus de 3 siècles. Il faut dire que Barack Obama lui-même, grand orateur, à l'intelligence aiguisée, et volontiers porté vers les envolées, disons aux airs parfois messianiques, va contribuer à cette construction idéologique encore parcellaire selon laquelle l'histoire américaine pouvait envisager un dépassement de la division raciale et que celle-ci ne serait plus un élément structurant de la société américaine. Il faut se rappeler qu'en campagne électorale, il affirmait, Obama, le 18 mars 2008, plus précisément à Philadelphie, et je le cite, ma conviction profonde, enracinée dans ma foi en Dieu et dans ma foi dans le peuple américain, qu'en travaillant ensemble, nous pourrons dépasser quelques-unes de nos vieilles blessures raciales. Fin de citation. C'est un discours historique que certains comparent au discours de Memphis de Martin Luther King. Et on peut dire que c'est un discours fondateur de la vision post-raciale. Et pourtant, le racisme systémique anti-noir n'a pas été ébranlé sous Obama. En 2008, année de l'élection d'Obama, 3% des Noirs américains étaient en prison, contre 1% de Blancs. En 2012, à l'issue du premier mandat d'Obama, 42% des prisonniers dans le couloir de la mort sont noirs, alors que les Noirs représentent, disons, l'équivalent de 13% de la population totale américaine. Donc, c'est pour dire que de constater que les drames frappant la communauté noire américaine ont véritablement craquelé, si vous voulez, la vision idéaliste du brillant discours de Philadelphie de 2008 sur la société post-raciale. Ces chiffres, disons, démontrent très vite qu'avoir un président noir n'empêche ni les saillies racistes, ni les violences policières, ni les coups d'éclat meurtriers des suprémacistes blancs. Le drame de Charleston, par exemple, en juin 2015, qui voit 9 paroissiens noirs froidement assassinés par un suprémaciste blanc, sonne comme un terrible rappel du caractère suranné, si vous voulez, du rêve post-racial, vendu 7 ans plus tôt par Obama, qui se déplace d'ailleurs aux obsèques de ses paroissiens et en profite pour chanter la Amazing Grace. Ce fut un moment de grâce, certes, mais également un moment d'impuissance et une piqûre de rappel, si disons, sur la violence de cette réalité raciste que l'élection de Donald Trump en 2016 est venue couronner. Ce flot de violence contre les Noirs ne s'est jamais arrêté depuis, jusqu'au choc planétaire provoqué par la mort de George Floyd et d'autres Noirs en direct sous l'œil des réseaux sociaux. Ce sont des événements qui ont contribué à faire émerger, bien entendu, un mouvement comme la vie des Noirs compte, dont on entend beaucoup parler présentement. Et bien entendu, la grande question est la suivante. Pourquoi l'Amérique peine-t-elle autant à dépasser ces divisions raciales? C'est cette problématique qui est en réalité au cœur de notre sujet. Et il serait difficile d'esquisser
une réponse sans replonger un tout petit peu dans l'histoire des origines de ce grand pays appelé aujourd'hui les États-Unis d'Amérique. Car ne l'oublions jamais, les États-Unis d'Amérique sont nés d'une aventure coloniale dont les premiers jalons sont posés dès le XVe siècle. Cette période coloniale est génératrice de mythes fondateurs dans lesquels s'entremêlent idéalisme, passion et volonté, disons, de fonder une nouvelle société. Mais cette période coloniale fut également, et c'est très important de le noter dans le cadre du thème qui nous réunit, la sève nourricière de la traite atlantique qui va transporter en Amérique des millions d'Africains. Les estimations les plus consensuelles des historiens tournent autour de 10 à 12 millions, mais les estimations larges varient selon les sources entre 10 et 40 millions d'Africains réduits en esclaves dans ce soi-disant nouveau monde. Pourquoi et comment le problème noir perdure-t-il plus d'un siècle et demi après l'abolition officielle de l'esclavage et 56 ans après la reconnaissance de la qualité de citoyenne et de citoyens des Africaines américaines et des Africains américains? C'est une problématique large qui questionne toutes les discriminations, non plus de jure, mais de fait dont souffrent les Noirs en Amérique. Entraves législatives pour les empêcher ou les décourager encore aujourd'hui dans certains États d'exercer le droit de vote. Discrimination à l'embauche, discrimination dans le système scolaire, dans le système judiciaire, inégalité de chance sur le marché de l'emploi, de l'immobilier, dans le domaine de la santé. Bref, je sais que le mot peut paraître très fort, comme une sorte d'apartheid masqué par la réussite de quelques célébrités politiques, sportives, musicales, disons universitaires, et la timide émergence d'une classe moyenne noire et même d'une bourgeoisie noire. Alors, pourquoi, quand on est un jeune noir américain marchant dans la rue le soir, on a 20 fois plus de chance, je dirais même de malchance, je pense que c'est plus approprié, qu'un jeune blanc se trouvant dans la même situation de tomber sous les balles de la police, et encore plus lors d'un banal contrôle policier. Revenons au racine historique. La nation américaine, qui surgit dans la foulée de la déclaration d'indépendance, n'a pas en vérité réglé le problème de l'esclavage. La grande contradiction demeurait que la nouvelle démocratie américaine proclamait que tous les hommes avaient été créés égaux et dotés de droits inaliénables, mais privait encore les Africains de leur droit à la liberté et à la poursuite du bonheur. Cette contradiction peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est que la question de la main-d'œuvre était capitale dans le contexte colonial, particulièrement dans le Sud. L'indépendance survient donc dans un contexte de renforcement de l'apport économique des esclaves, créant de fortes divisions entre le Sud et le reste du pays, ceci expliquant en partie l'accélération des événements qui mènent à la guerre civile, laquelle dure de 1861 à 1865. L'incapacité à créer l'unanimité pour abolir l'esclavage n'en a pas moins empêché de créer un grand débat national sur la question, il faut le noter. Mais la magie révolutionnaire dont se prévalaient les Américains n'opérait pas sur ce sujet sensible. Et cela explique d'un point de vue historique pourquoi l'héritage esclavagiste continue encore aujourd'hui de poser négativement ses marques sur la société américaine. En 1865, la victoire de l'Union ayant éloigné le spectre de la sécession du Sud, l'Amérique se retrouvait confrontée au défi de renouveler les bases du contrat national et du rêve américain. Ce renouvellement se traduit par de timides avancées sur la question de la ségrégation raciale, qui fait l'objet d'une loi de principe en 1875, censée la faire dépérir, disons définitivement, après l'abrogation officielle de la pratique esclavagiste intervenue en 1863 avec le 12e amendement de la Constitution. Mais pour illustrer encore une fois la difficulté de l'Amérique à faire face à l'héritage esclavagiste, même la présidence de Theodore Roosevelt, qui fit une tentative de définir une sorte de progressisme américain, en s'attaquant notamment aux inégalités sociales, même ce progressisme s'illustre sur la question noire
par un extraordinaire conservatisme car rien ne bouge fondamentalement sur la question de l'égalité et de l'accès des Africains américains à la pleine citoyenneté. Il ne faut donc pas négliger un autre facteur, c'est l'extraordinaire capacité du courant conservateur américain à toujours duplier les valeurs de progrès et d'égalité qui sont censées cimenter la nation américaine depuis 1776. On le note au XVIIIe siècle, on le note au XIXe siècle. Et au XXe siècle, cette tendance est symbolisée par l'élection de Ronald Reagan, qui prend fonction en janvier 1981 et dont la présidence éclaire d'un jour nouveau le reflux par rapport à l'héritage des pères fondateurs. La présidence Reagan va ainsi tout faire pour empêcher la production et la dissémination d'idées progressistes. Nous touchons là à une démarche politique qui prend le contre-pied de l'esprit libertaire qui a explosé en Amérique entre 1763 et 1776. Car l'une des caractéristiques majeures de la démocratie naissante américaine était une forte appétence au débat. Or, l'abrogation par Ronald Reagan en 1987 de la Fairness Doctrine qui garantissait la pluralité des opinions politiques sur les ondes américaines s'attaque à cette tradition. Elle va permettre au camp conservateur de concevoir une énorme chaîne de talk radio chargée de disséminer les idées les plus conservatrices dans la société américaine grâce à de généreux financements privés. Le triomphe de l'idéologie conservatrice va se traduire ainsi par le recul du pluralisme dans les médias et par conséquent de la tradition démocratique du pays, comme elle va décomplexer la dissémination d'idées toxiques comme le péril de la disparition de la race blanche en Amérique, un des mythes fondateurs du courant suprémaciste blanc. Vous voyez donc que le terrain idéologique qui prépare l'arrivée au pouvoir en 2012 d'un certain Donald Trump avait été déjà préparé au siècle dernier. Donald Trump, qui laissera sa marque dans l'histoire en consolidant pour des générations sans doute la majorité conservatrice à la Cour suprême avec une proportion écrasante de 6 juges conservateurs contre 3 progressistes. Une fois de plus, on a l'impression que le souffle conservateur l'emporte sur l'esprit révolutionnaire. Là résident les sources, la raison et les véritables causes des blocages sur la question noire et que même Obama n'en su surmonter. Alors, Obama et surtout sa promesse de société post-raciale, est-ce une lubie? Certains d'entre vous pourraient s'étonner de ce point de vue et même le contester en pensant que oui, l'élection en novembre 2008 de Noir à la présidence des États-Unis fut un moment magique et transformateur. L'événement pourrait mériter, il est vrai, le qualificatif de révolutionnaire, selon la définition de ce concept privilégié par Hannah Arendt, parce que son caractère totalement inédit à l'échelle de l'histoire est un élément qui ressort particulièrement. Et là réside peut-être toute l'ambiguïté à apprécier une telle élection. Porte-t-elle en elle-même un esprit révolutionnaire, susceptible de laisser une trace profonde sur la société? Ou s'agit-il d'une simple péripétie électorale dont la portée ne devrait pas être surestimée? Répondre positivement à la dernière question suppose de faire abstraction de la couleur de peau de l'homme qui a été élu en 2008. En apparence, la dimension raciale n'a pas été centrale durant la campagne et le choix opéré par les électeurs semble avoir pour déterminant principal le programme du candidat. En remportant par exemple le suffrage des 2/3 des hispaniques, dont les relations avec la communauté noire sont historiquement tendues, le candidat a pu vendre son message au-delà des clivages raciaux. Mais s'il a été élu, c'est qu'il a pu surtout calmer les angoisses de la communauté blanche aussi. L'argument selon lequel sa qualité de non-descendant d'esclaves a permis de surmonter la montagne de méfiance psychologique des électeurs blancs. Et je pense que ça, c'est une des hypothèses qui a été très avancée à l'époque. Et pour la communauté noire, par contre, qui a voté à 95% pour le candidat démocrate, le critère racial ne semble pas faire de doute. Tout cela concourt à émettre l'hypothèse selon laquelle la société américaine recèle tout de même encore en elle une sorte de logique de rébellion, même si celle-ci est largement remise en cause par le reflux conservateur. Et cette élection d'Obama a même fait croire à beaucoup de penseurs et de chercheurs que l'Amérique a donc basculé
dans la post-racialité, excusez le néologisme, hein, mais il est difficile de ne pas en créer quand on veut restituer certains concepts très américains. Alors, ce débat sur l'avènement d'une Amérique post-raciale se nourrit à deux sources. La première porte sur l'affirmation très tenue dans l'euphorie de 2008, selon laquelle l'élection de Barack Obama était le signe que la division raciale noire-blanc structurante pour l'histoire américaine depuis l'institution de l'esclavage avait disparu. La deuxième source d'un tel débat tient à la personnalité même du président Obama. Ces derniers, conscients de la délicatesse du sujet, n'abordent la question raciale que de manière très prudente. Et quand il lui arrive de le faire, c'est pour théoriser le vœu d'une Amérique qui aura dépassé les contradictions de son histoire raciale. Son discours prononcé le 18 mars 2008 à Philadelphie est ainsi une véritable ode à la post-racialité. Que retenir en conclusion? Il est clair qu'aujourd'hui, que la superpuissance américaine se mue en hyperpuissance, tant sa domination ne semble plus connaître de limites. Force est de constater que l'esprit révolutionnaire des débuts connaît un net essoufflement du fait des vents contraires qui soufflent aussi sur l'histoire américaine. Le plus fort de ces vents demeure l'incapacité du pays, depuis la fondation de cette république qui se veut vertueuse, à solder le passif de l'esclavage. La question raciale, qui structure encore profondément la société américaine, est toujours en attente d'une révolution. L'élection de Noirs à la présidence avait donné brièvement l'illusion d'arriver à cet objectif. Mais la vigueur avec laquelle le camp conservateur se déploie et même se radicalise dans la société américaine, comme l'illustre l'élection de Donald Trump, son discours raciste décomplexé, le basculement de pans entiers du Parti républicain vers la droite extrême, tous ces éléments prouvent les contradictions existentielles de ce pays qui vante pourtant sa capacité permanente de rédemption et de réinvention au point d'en faire la marque révolutionnaire de son histoire. La persistance des tensions raciales démontre que les prédictions euphoriques de 2008 sur le basculement dans la post-racialité ne sont plus d'actualité. La magie de l'élection à la présidence du premier noir n'a pas matérialisé le dépassement des divisions raciales. L'Amérique post-raciale reste donc du domaine du discours politique et non de la réalité. La crainte d'une disparition de la race blanche reste encore vivace chez une minorité de blancs, nourrissant le racisme, tandis que le poison du passif de l'esclavage, ou bien de l'héritage de l'esclavage, continue de marginaliser la communauté africaine-américaine. La couleur de peau est encore un élément important de la distribution de biens entre noirs et blancs, des chances de succès, du taux d'incarcération, de la criminalité, de la santé, du lieu de résidence ou encore du montant des allocations perçues. Cette question semble le plus grand échec américain, tant le pays semble incapable de lui accorder un traitement révolutionnaire. L'Amérique post-raciale reste ainsi une lubie et une promesse encore inaccessible. Je vous remercie.